Hi à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais parler d'un outil que j'utilise beaucoup en ce moment, notamment pour un projet client et un outil que j'apprécie particulièrement qui est Firebase. Donc en comparatif, chez Azure, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais par contre chez Amazon, ça peut se comparer à AWS Amplify pour ceux qui connaissent. Donc on va dire que c'est une plateforme managée avec plusieurs solutions et plusieurs services qui permet en fait de déployer des applications mobiles ou des applications web, des sites internet web, etc. Et donc aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite démonstration de comment démarrer un projet Firebase très simple et y déployer un petit site internet HTML fait avec Angular. Et par la suite, on verra comment intégrer comment dire, des phases de calcul côté serveur, etc. Ce genre de choses, des interactions avec de la base de données, etc. Donc voilà, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc tout d'abord, ça se passe sur console.firebase.google.com. Alors il existe deux modes de facturation. Il y en a un, c'est moi en tout cas, je ne veux pas vous dire de conneries, mais moi j'utilise le cycle de facturation à l'utilisation. Donc il y a une partie qui est gratuite et une fois qu'on dépasse les quotas, on paye à l'utilisation. Bon, pour l'instant, j'ai pas de gros projets en production là-dessus. Ça va venir plus tard, mais rien que pour du dev, j'ai jamais rien payé pour l'instant. Donc on va démarrer en créant un projet Firebase. Donc vous faites ajouter un projet. Ici, vous pouvez donner le nom du projet donc, que vous voulez créer ou alors utiliser un projet GCP puisque Firebase, les projets Firebase sont liés au projet GCP. Donc faites attention quand vous supprimez un projet Firebase, ça supprime le projet GCP rattaché. Donc moi, je vais prendre celui-là que j'utilise donc pour mes vidéos. Voilà, donc facturation à l'utilisation. Si vous êtes intéressé, allez voir les modes de facturation. Je les connais pas par cœur. C'est pas forcément le truc le plus intéressant pour l'instant. Donc on confirme. Hop, voilà, hop, on continue. Ici, on peut ajouter donc tout ce qui est Google Analytics. Moi, je vais le désactiver parce que j'en ai pas besoin. Mais en fait, c'est les trucs classiques, hein, avec de la prédiction, du test A/B, etc., de la mesure d'audience, de rétention, etc. Moi, je vais juste le désactiver pour l'exemple. On ajoute Firebase, on attend la création du projet et on se retrouve tout de suite après. Le projet est créé, on peut y accéder. Donc, nous voici sur la page d'accueil du projet. Donc, je vais passer rapidement en revue les éléments du côté, du côté gauche de la page. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout ce qui est analytics et quality, et, prédiction, etc. Puisque je ne les utilise pas. C'est vraiment, il me semble, pour les applications mobiles. Moi, pour l'instant, j'utilise pour des applications, alors, entre guillemets, web. Hein, donc plutôt des sites internet web sous Angular. Donc j'utilise tout ce qui est dans développer quasiment. Donc on a l'authentification qui permet, comme son nom l'indique, en fait de configurer des modes de connexion pour votre application. Donc des modes de connexion et d'inscription, hein, évidemment, par adresse email, mot de passe, numéro de téléphone, par compte Google, etc. Donc ce qui permet en fait d'authentifier vos utilisateurs sur votre application avec des templates prédéfinis en fait pour le reset de mot de passe, valider l'adresse email, etc. Donc on peut les traduire évidemment. Là, c'est en anglais par défaut, mais vous avez pas mal de langues. Avec toujours donc, le usage du module. Donc moi, principalement, j'utilise l'adresse email mot de passe. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix. Donc une fois que vos utilisateurs sont créés, en fait, ils apparaîtront ici. Donc vous pourrez les gérer, les supprimer, les bloquer, les activer, etc. Par exemple, hop, adresse email, mot de passe, permettre aux utilisateurs de s'inscrire, on active, et envoyer un email lors de l'inscription, donc un truc sans mot de passe, et lors de la connexion, pardon. Donc moi je le fais pas, enregistrer, voilà, donc là c'est activé. Donc soit vous pouvez utiliser les API Google Firebase pour créer vos utilisateurs, pour les authentifier, etc. Sinon vous pouvez évidemment en ajouter un à la main, voilà, super secure. Et donc l'utilisateur reçoit un ID qui est unique. Et donc, vous pouvez utiliser plus tard en fait, dans l'application pour manipuler l'utilisateur, les données de l'utilisateur. Ensuite, on a, partie très intéressante, la base de données. Donc, on a deux types. On a la Real-Time Database et... Une erreur s'est produite. Essayez à nouveau dans quelques secondes. Ok, non, ça c'est mon Google. Donc, je disais, on a la Real-Time Database.
que je n'utilise pas. C'est en fait, on va dire entre guillemets, hein, la grande sœur de Cloud Firestore, qui a des features un peu différentes, etc. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite en fait à aller voir le comparatif des deux bases de données, laquelle est la plus adaptée à votre besoin. Moi, j'utilise du Firestore, parce que c'est sur celle-là que j'ai appris à utiliser Firebase, et pour l'instant, elle me convient très bien. Donc, on va aller sur Cloud Firestore, donc qui est sur, on va dire, la petite sœur de Real-Time Database, et qui permet donc de stocker des données sous forme d'objets dans une base de données non relationnelle. Donc, ici, vous pouvez donc créer une base de données, la démarrer en mode production. Je vais vous expliquer après. En fait, Firestore utilise des rules pour savoir qui peut faire quoi en fait dans la base de données, qui peut écrire, qui peut lire, etc. Ou la démarrer en mode test, donc ouverte au public, on va dire. Moi, je la mets en production en général. Je préfère d'abord que ça soit bien lock. Et en fait, le principe du list privilege. Ici, normalement, on peut choisir la région. Là, on peut pas, je sais plus pourquoi. Peut-être parce que dans mon projet, j'ai choisi un truc US. Bref, non, on pouvait choisir la région. On active. On attend le provisionnement et je vous retrouve tout de suite après. Donc, notre base de données est prête. Elle a été créée, etc. Donc, en fait, ça fonctionne par collection et documents. Donc je sais pas si d'autres, ce que je connais MySQL, etc., mais c'est peut-être CouchDB qui ressemble à ce genre de choses. Enfin, pour ceux qui connaissent d'autres bases de données qui se rapprochent, dites-le en commentaire, ce serait intéressant. Mais là, donc ça fonctionne avec des collections et des documents. Donc, vous pouvez créer par exemple une collection. Là, pour une de mes applications, j'avais besoin d'enrichir en fait les données de l'utilisateur, parce qu'il faut savoir que dans le module authentification, les champs sont prédéfinis par Google et on ne peut pas ajouter, on va dire, de champs supplémentaires comme, je sais pas, la taille de la personne, le sexe, le pays de provenance, la nationalité, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc une collection que j'ai appelée Users dans Firestore. Voilà, en plus, je le donne en exemple, qui va contenir en fait pour chaque utilisateur un document Firestore avec les données supplémentaires de l'utilisateur. Donc on pourrait mettre par exemple l'âge, alors c'est un nombre, ID généré automatiquement, tac. Alors ça, là je le fais à la main, mais après le but c'est d'utiliser évidemment les API etc. de Firebase qui se chargeront en fait de créer automatiquement le document. Enfin, on verra ça peut-être dans d'autres vidéos. L'âge, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre le country, voilà. Donc âge, 30, France, voilà. Et donc en fait, vous voyez qu'il y a pas mal de types de champs. Alors les références, je crois que ça fait référence, c'est un truc qui a été ajouté il n'y a pas longtemps, qui fait référence à d'autres documents, il me semble, dans la base Firestore. GeoPoint, c'est un peu comme avec CouchDB et GeoCouch, je crois. C'est des points géographiques, timestamp, null, etc. On enregistre. Donc ça a créé une collection avec un document et dans ce document il y a donc deux champs. Donc ça on va pouvoir requêter depuis notre application grâce aux API Firebase. Maintenant on va passer aux rules. Donc élément très important que je maîtrise pas encore des masses, ça peut être assez complexe. Et en fait pour chaque action on va dire sur un document, par exemple je crois que c'est write, il est déjà là, je suis con. Hop, juste enlever. Donc là on dit que personne n'est autorisé à ni lire ni écrire sur le document. À part, je crois, quand vous utilisez l'API Firebase, vous allez soit avec le mode authentifié utilisateur, par exemple un utilisateur votre site, etc., qui via l'application fait appel à votre base de données, soit par les Cloud Functions et le SDK admin Firebase, qui je crois bypass ce genre de protection, puisque un administrateur, pour qu'il puisse modifier la base de données, etc., sans se casser la tête sur les autorisations. Donc là, pour un utilisateur normal, il peut rien faire. On imagine par contre que, je sais pas, sur le site, il y a un listing public des utilisateurs, mais uniquement pour les utilisateurs authentifiés. Donc on ferait un hello read si l'utilisateur est authentifié. Donc, hop, Firebase, enfin en tout cas Firestore nous offre pas mal de possibilités, etc. Alors je les connais pas encore en entier, hein. Là c'est vraiment une vidéo pour vous parler rapidement de Firebase et peut-être vous donner l'envie d'aller explorer également et puis d'en discuter. Donc là, tous ceux qui sont authentifiés auraient le droit de lire. On peut également faire des choses, par exemple, ceux qui ont le droit d'écrire, c'est uniquement le propriétaire du document. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai repris de mon application que je suis en train de faire. Excusez l'indentation qui est bien dégueulasse. Donc pour les documents en fait qui sont dans la collection users selon l'ID en fait,
on autorise uniquement l'utilisateur à le lire, le document. On autorise tout le monde à créer des documents utilisateurs, pour l'inscription par exemple. Mais tout ce qui est lire et mettre à jour en fait, le document, ça c'est un champ spécial, en fait, ça récupère le user ID de l'utilisateur courant qui est authentifié lors de la requête sur Firestore. Et comme vous l'avez compris, c'est le même ID qui était en fait dans la base utilisateur en fait de Authentification, donc c'est ça. Donc il va checker que le request auth UID c'est exactement le même en fait que l'ID du document, etc. Enfin voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne comprends pas encore tout. C'est assez complet et complexe. Donc voilà, ici vous pouvez modifier vos règles. Vous pouvez surveiller en fait les règles. Ça c'est pas mal aussi, voir les différents éléments qui ont été interdits, etc. Vous pouvez développer et tester en local, donc ça on verra peut-être aussi dans une prochaine vidéo, parce que c'est aussi un gros sujet. Vous avez toute une suite en fait d'émulateurs pour Firebase, donc pour émuler que ce soit Cloud Function, Firestore, le hosting, etc. Ensuite, dans Firestore, on a les index. Alors, j'ai encore pas beaucoup utilisé, pour ne pas dire pas du tout utilisé. Mais je pense en fait ça permet sur des requêtes composites, etc., de gagner énormément de temps et peut-être de cacher des résultats, etc. Ça, on verra peut-être aussi dans une autre vidéo. Et ensuite, vous avez évidemment le usage. Qu'est-ce que vous utilisez, combien, etc., par rapport à votre cycle de facturation. Real-time database, donc ça on va pas voir. On a ensuite le storage. Là, je pense que vous connaissez. Ça vous permet en fait de créer un storage sur GCS, donc sur Google Cloud Storage, et de le manipuler en fait avec votre application. Poser des fichiers dedans. Par exemple, un utilisateur il upload une photo, etc. Enfin, vraiment comme vous feriez avec GCS, quoi. Donc, on peut créer le bucket. Il a évidemment aussi des rules comme Firestore. On verra peut-être plus tard également. Donc ok, là on peut choisir la région, mais là je pense que c'est parce que mon projet est en US. Donc là vous avez le bucket. Comme pour Firestore, on peut intégrer des rules. Donc j'ai encore jamais utilisé les rules pour le storage, mais je pense que c'est le même délire que pour Firestore. Donc on peut par exemple, quand un utilisateur upload un fichier, une image par exemple, uniquement autoriser cet utilisateur ou les utilisateurs d'un groupe, etc., à la supprimer, la récupérer, la voir, etc. Et encore une fois, on a la possibilité de surveiller les règles et tout ce qui est usage. C'est également émulable, il me semble, en local, le storage. Ensuite, on a le hosting. Donc c'est la partie que j'utilise le plus, qui vous permet en fait de hoster un site en HTML, CSS, JavaScript. Donc pour ça, il vous suffit en fait d'installer Firebase Tools avec npm. Il vous suffit ensuite de vous connecter à Firebase. On le fera peut-être dans d'autres vidéos, hein, c'est pour ça que je ne le fais pas tout de suite. Donc en vous connectant à Firebase et d'initialiser en fait votre projet Firebase. Donc là vous mettez le nom de votre application pour ajouter le SDK, mais on verra ça après. Vous enregistrez l'application et on continue. Et en fait, une fois que ça c'est fait, comme dit, on le verra dans une autre vidéo, vous pouvez déployer sur Firebase. On retourne à la console. Et donc là, vous voyez qu'on a un site, on va dire, un hosting qui s'est activé avec deux URL. Alors si je clique, voilà, on a le truc par défaut de Firebase. Et en fait, on va pouvoir déployer notre site là-dessus. On peut ajouter un domaine personnalisé, donc très intéressant. Je crois qu'il faut juste valider la propriété via les DNS. Ensuite, on a l'historique des versions. Donc, vous pouvez paramétrer évidemment le nombre de versions à garder. Mais ça peut être très utile en fait si vous voulez faire un rollback. Et en option avancée, ça je l'ai jamais utilisé, vous pouvez ajouter en fait plusieurs sites à un seul hosting, enfin un seul même projet Firebase. J'ai encore jamais utilisé, mais voilà au cas où. Et évidemment, on a l'utilisation. Alors pourquoi c'est en français maintenant, je sais pas. Bref. L'utilisation, hein, comme avec le reste des éléments, avec en plus la possibilité d'avoir évidemment le cloud logging, etc. On a ensuite partie très intéressante pour tout ce qui est calcul côté serveur, donc avec les cloud functions, là aussi qui s'intègrent très bien via les API, etc. Il faut évidemment installer Firebase Tools, init le projet et le déployer. Et ensuite, je ne vais pas le faire dans cette vidéo non plus, sinon ça va prendre trop de temps si je fais une démonstration. Mais en fait, vous pouvez depuis votre application, avec l'API Firebase, etc.,
appeler des Google Cloud Functions pour effectuer des éléments de calcul côté serveur. Par exemple, envoyer un email. Je sais que j'avais fait un formulaire de contact avec Angular et pour envoyer l'email, j'avais une Cloud Function en fait qui faisait ça. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment sympa, ça permet de faire beaucoup de choses. Et enfin, on a tout ce qui est machine learning. Alors ça, j'ai jamais utilisé. Ok, apparemment, d'accord. Bon, après les classiques, hein, reconnaissance de caractère, donc de texte, détection de visage, reconnaissance d'image. Ok, bon, des trucs qui ont l'air vraiment sympas. J'en ai pas encore eu l'utilité, donc j'ai pas encore pu tester. Mais si un jour je teste, je vous dirai. Ok, on peut ajouter des modèles personnalisés, je pense, d'IA. Ok, entraîner des modèles. Bon, ça, jamais utilisé. Ensuite, côté gauche, là, je vais très rapidement parce que j'ai jamais utilisé. On a tout ce qui est qualité, donc détection de bugs, performance, etc. de votre application. Donc là, c'est plutôt dédié aux applications mobiles, il me semble. Et ensuite, on a aussi très intéressant tout ce qui est analytics. Ça parle de soi-même. Hein. C'est comme Google Analytics, quoi. Mais je crois que c'est aussi tourné plus pour les applications mobiles. Enfin, je sais pas, jamais essayé en tout cas sur une application web direct sur Firebase. Ensuite, on a tout ce qui est enrichissement. Donc ça, j'ai jamais utilisé non plus. À voir. Faudrait que je regarde une fois que je m'y intéresse. Et intéressant aussi, les extensions. Ils en rajoutent pas souvent, mais j'ai l'impression en ce moment ils font quelques efforts. En fait, c'est des fonctions toutes prêtes à l'emploi que vous n'avez pas besoin de coder en fait ou de développer Cloud Function, etc. Qui permettent par exemple resizer des images, envoyer un email selon un event, etc. Et moi, je sais que j'utilise par exemple Delete User Data. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet, si un utilisateur est supprimé donc, dans le module Authentication de Firebase, il va supprimer le document relatif dans la base de données Firestore. Donc ça évite de devoir coder soi-même une mécanique pour écouter en fait l'authentification Firebase et si un utilisateur est supprimé, etc. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Là, j'ai vu qu'ils ont ajouté des modules Stripe pour effectuer des paiements et tout ça en fait c'est grâce au Cloud Function. Donc voilà, là c'était le petit tour du proprio du jouet, on va dire, que je suis en train d'utiliser en ce moment, notamment pour un projet client, une application de rencontre, donc avec des problématiques qui sont très challengeantes, si je peux dire. Et vraiment, c'est un vrai plaisir de travailler avec ce genre d'outils. Alors avant, j'utilisais AWS Amplify, mais je l'ai trouvé vraiment trop brouillon et je sais pas, j'avais du mal en fait avec Amplify. Donc Amplify, hein, c'est le même délire que Firebase, mais chez Amazon, quoi. Et là, je trouvais que je suis repassé à Firebase et je trouve, je sais pas, c'est plus sympa, c'est plus smooth, les interfaces sont mieux, c'est plus propre, etc. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, cette première petite présentation. J'ai pas voulu trop rentrer dans les détails. On verra peut-être pour faire des petites vidéos, même des vidéos où je fais des fails, où je galère un peu, ça peut être intéressant. Surtout que je suis pas développeur à la base, hein, ça je le précise. Je suis un ops normalement, mais je m'intéresse beaucoup au développement, notamment à Angular, tout ce qui est serverless, etc. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions, des choses à partager, c'est toujours un plaisir. Et puis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!